suis Louis-Philippe Lacroix. Je suis né à Saint-Charles-de-Bellechasse le 1er février 1926, quatrième d'une famille de 8 enfants. Mon père, Ouellet Lacroix, était commis marchand chez son beau-frère, Rémy Lasselin. Et nous demeurions toute la famille ensemble, la grand-mère, l'oncle et toute notre famille. Et puis, j'ai été faire mes études au Collège de Saint-Charles chez les frères d'instruction chrétienne. J'ai commencé le jour que j'ai eu 7 ans parce que avant, ils refusaient que je fréquente l'école parce qu'il y avait trop d'élèves dans la classe. Et à ce moment-là, on avait le droit de refuser l'accès à l'école aux enfants qui n'avaient pas atteint l'âge de 7 ans révolu. Ça fait que j'ai fait mes études. Mais quand j'ai commencé l'école, je savais déjà lire et écrire parce que ma sœur, qui aspirait à devenir institutrice, se faisait la main sur moi et ma sœur. Et ainsi, elle nous a appris à lire, à écrire et à compter. Et quand l'inspecteur est passé à l'automne, il m'a fait sauter une année, m'a envoyé en 2e année. Puis l'année suivante, j'ai fait la 3e et la 4e année ensemble, ce qui m'a amené qu'à l'âge de 13 ans, j'aurais pu finir mes études, mais ma mère trouvait que j'étais trop jeune, ça fait qu'elle m'a fait doubler la 7e année. Et puis, j'ai fini l'école à l'âge de 15 ans. Et puis là, c'était jeune pour être en chômage. J'ai travaillé au magasin un peu, mais par la suite, j'ai demandé au notaire Turgeon, qui était notre voisin, qui était un ex-collègue, confrère de classe de M. Baudry-Leman, de la Banque canadienne nationale, qui était directeur du personnel. Et ainsi, j'ai pu être admis à travailler pour la Banque canadienne nationale, où j'ai débuté le 22 janvier 1942 à Plessisville. Et j'ai travaillé 3 ans à la Banque canadienne nationale. De Plessisville, j'ai été transféré à Saint-Anselme. De Saint-Anselme, j'ai été transféré à Saint-Charles et par la suite, on devait me transférer dans l'Abitibi. Et l'occasion de travailler à Saint-Charles s'est présentée. J'ai travaillé alors pour M. Ovilla-Prévost, qui avait 4 industries. Et puis, j'ai travaillé pour lui pendant 17 ans. Par la suite, bien, durant ce temps-là, entre les études et le travail, naturellement, pendant le travail aussi, je pratiquais beaucoup le sport, le hockey, le baseball, le balle molle, les poids et haltères. Puis, on s'amusait beaucoup et on avait bien du plaisir, même si nous n'étions pas riches. Mais dans le temps, on n'en souffrait pas parce qu'on ne connaissait pas mieux. Mais de toute façon, je crois que c'était des belles années. Et mon travail à la Banque canadienne nationale, naturellement, quand j'ai débuté à la Banque canadienne nationale, je gagnais que 500 $ par année, ce qui veut dire 41 $ et 66 par mois, puis je payais 35 $ de pension. Fait qu'on ne pouvait pas se payer de luxe beaucoup. On allait au théâtre une fois par semaine, ça coûtait 35 cents. Et à part de ça, bien, le fumage, ma mère roulait mes cigarettes pour me les faire revenir une fois par semaine. Ça fait que, mais j'ai commencé à Plessisville à l'élection en 1942. M. Hood, qui était le député de Mégantic, a été nommé juge. Et il y a eu une élection partielle. Et les deux adversaires, c'était M. Alphonse Olivier de Plessisville pour le Parti libéral et M. Tancred Labbé de Thetford Mines pour l'Union nationale. Et j'ai participé à quelques réunions de rang à Sainte-Sophie, puis à Saint-Pierre-Baptiste. Et puis, je ne sais trop par quel hasard, mais le gérant a appris que j'avais participé à ces réunions. Et M. Dupuis, qui était un conservateur, m'a fait venir dans son bureau et m'a dit « Mon jeune, tu n'as pas le droit de faire de la politique en étant employé de la banque. » J'ai dit « C'est drôle, c'est permis pour vous, c'est pas permis pour moi. » Ça fait que je n'étais pas organisé pour lui faire plaisir et le monsieur Dupuis en question me traitait de haut. Mais tout de même, j'ai bien apprécié les 2 années que j'ai passées à Plessisville et je les revivrai encore. Mais tout de même, c'était là ce qui a été le début de la politique, pas que chez nous, au magasin, c'était à peu près l'endroit, Saint-Charles-de-Bellechasse, l'endroit où il se parlait de plus de politique dans tout le comté de Bellechasse. Et naturellement, j'aurais toujours rêvé de faire de la politique parce que
Notre voisin en face de chez nous, c'était Mme Boulanger, la mère d'Oscar Boulanger, le député fédéral du comté de Bellechasse. Et naturellement, quand M. Boulanger venait visiter sa mère, nous avions toujours l'occasion de jaser avec. Et c'était toujours agréable et naturellement, ça nous impressionnait beaucoup de parler avec un député fédéral. Et par la suite, il est devenu juge de la Cour supérieure. Et le juge était toujours aussi condescendant et débonnaire et aimait discuter avec nous. Et je suis déjà allé à quelques reprises à son chalet à Saint-Camille de Bellechasse. Et là, nos discussions de politique, et c'était très, très agréable. Et ça m'a incité à aller vers la politique. Par la suite, j'ai laissé la banque pour aller travailler pour M. Prévost, comme je le disais tantôt. Et là, M. Prévost était l'organisateur en chef du M. Valmore-Bienvenu, député et ministre du Parti libéral dans le comté de Bellechasse, et de M. Philippe Picard, député fédéral, député fédéral du comté de Bellechasse aussi. Ça fait que j'ai été plongé dans la politique très tôt et c'est un domaine que j'aimais beaucoup. Par la suite, j'ai participé à toutes les campagnes électorales, autant provinciales que fédérales. Et je suis devenu aussi président de la Fédération libérale de la région des Alléganistes, qui comprenait les comtés de Bellechasse, Montmagny, Lillette, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata. De Saint-Charles, aller à Sainte-Rose-du-Dégelé, il y avait 225 000 de distance et je visitais les 6 comtés régulièrement, presque tous les mois. Je travaillais au chantier maritime à Lauson à ce moment-là et chez M. Prévost, parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre-temps, je m'étais marié, j'ai eu des enfants et ma femme a été malade, elle a été hospitalisée à quelques reprises et dans l'espace de 18 mois, on s'est endetté de quelques milliers de dollars pour les hôpitaux puis les médecins. Fait qu'à ce moment-là, il a fallu que je me trouve des revenus supplémentaires. Fait que dans le jour, je travaillais au chantier maritime chez George Davy à Lauson. Et le soir, je faisais le même travail que je faisais dans le jour chez M. Prévost. Et les fins de semaine, je vendais de l'assurance. Et puis le dimanche, je gardais ça pour faire de la politique. Ça fait que ça m'a amené en 1960, en 1959, je me suis présenté à la Convention libérale dans le comté de Bellechasse et j'ai affronté le docteur Gustave Plante qui m'a battu à la Convention. Naturellement, étant président de l'Association libérale du comté de Bellechasse, je n'ai pas voulu aller rencontrer les délégués libéraux à la Convention pour ne pas les influencer, pour dire que j'avais choisi les délégués puis j'avais pacté la Convention. Fait que, naturellement, M. Plante devait être mon proposeur à la Convention. Et le dimanche matin, on l'a convaincu de venir se présenter contre moi. Ça fait qu'il a gagné la Convention. Et, comme personne n'est prophète chez lui, dans ma paroisse, il y avait 5 délégués, puis il y en a un qui a voté pour moi. C'est celui que j'avais le moins aidé. Ça fait que c'est là qu'on m'avait appris que la politique, c'est alors d'avaler des couleuvres. Puis ça s'est confirmé par la suite, parce que j'en ai avalé plusieurs, puis des grosses. Mais tout de même, ça a été le début. Et par la suite, en 1962, Maurice Sauvé s'est présenté dans le comté des Îles-de-la-Madeleine. Et il m'a demandé d'être son organisateur. Ça fait que j'ai accepté d'y aller à condition que, si j'aimais ça, que je pourrais être candidat à la prochaine élection provinciale. Naturellement, il a soumis le cas à M. Lesage, puis M. Lesage lui a répondu que si je voulais être candidat, que je devrais pas faire comme les autres, me faire élire à la Convention. Fait que je suis parti pour les îles, j'ai fait l'élection de Maurice Sauvé. Et après les élections, je suis retourné une couple de fois à mes frais parce que je m'étais fait des amis. Et la vie était difficile pour les libéraux dans le comté des Îles parce que M. Landley, le député de l'Union nationale, avait encore la main mise sur toute l'organisation et les libéraux étaient traités en paria. Mais je ne savais pas, par exemple, à ce moment-là, que l'élection provinciale serait déclenchée si rapidement, puisque est arrivée l'histoire de la nationalisation de l'électricité.
Et l'élection a été déclenchée pour le 14 novembre 1962. Naturellement, vous pouvez peut-être vous demander, vous poser la question, comment se fait-il qu'une personne qui demeure à Québec, à ce moment-là, je demeurais à Montréal, à Pierrefonds, se présente aux îles de la Madeleine? C'est qu'au début du siècle, il y avait eu un M. Thériault et le docteur Delaney qui étaient des Madelinos, puis qui ont siégé à l'Assemblée nationale. Mais par la suite, à cause des difficultés qu'il y avait entre les îles, par exemple, si la personne venait de l'île de Havre-aux-Maisons, ceux des autres îles, bien, il avait peur qu'ils favorisent son île aux dépens des autres. Et à partir de là, bien, ils ont préféré prendre une personne neutre qui venait de l'extérieur pour pouvoir les représenter et puis être équitable envers tout le monde. Et c'est pourquoi que je me suis présenté, étant fait connaître à la campagne électorale de Maurice Sauvé au mois de mai 1962. Et puis, quand est arrivée l'étatisation de l'électricité, bien, je me suis présenté aux îles. Et à la Convention, il y avait une personne qui voulait se présenter contre moi, M. Phil Beauchesne. Et j'ai été le trouver. J'ai dit, est-ce que tu as toujours l'intention d'être présenté à la Convention? Bien, il dit, je ne sais pas. Il dit, là, je vais décider ça. J'y songe. Ben, j'ai dit, Phil, si tu as l'intention de te présenter, tu m'avertiras. Parce que je vais te trouver un proposeur pour un secondaire, parce qu'il n'y aura pas personne, tu n'auras pas un vote à la Convention. Parce que j'avais tous choisi les délégués, je les avais connus à l'élection de Maurice Sauvé et tous avaient apprécié le travail que j'ai fait, probablement. Et comme ils avaient tous été choisis délégués, à ce moment-là, ils m'avaient tous assuré de leur appui. Ça fait que Phil a été bien correct. Il a dit, ben, je vais t'appuyer. Je ne me présente pas. D'ailleurs, de toute façon, ma famille est encore jeune, puis elle demeure ici aux îles. Puis moi, m'en aller à Québec pendant plusieurs mois, ça ne correspond pas beaucoup. Fait qu'à la Convention, à l'élection, j'avais un vieux outil à battre. C'était M. Hormidas Landais, qui était député depuis 1936. Et puis, ça faisait 27 ans qu'il était député. Et puis, naturellement, ça a été une bataille très, très difficile, serrée, dure, où il ne fallait pas céder un pouce de terrain. Et j'ai été élu par 198 voix de majorité. Mais pendant la campagne électorale, là-bas, il y avait toujours ce qu'on appelait le galopage. Les citoyens galopaient les assemblées. Ils allaient aux deux assemblées pour voir où il y avait plus de monde, où il y avait plus d'enthousiasme, tout ça. Fait que j'ai décidé de régler le problème du galopage des assemblées. Il y avait 17 autobus scolaires sur les îles. Fait que j'en ai loué 14. Puis à toutes les assemblées, les 14 faisaient le tour des îles, puis amenaient les gens à l'assemblée. Puis les trois autres, ils restaient à la disponibilité de mon adversaire. Et puis, naturellement, quand les voitures arrivaient, quand demandaient à la police, il y avait 3 polices. Il y en a deux qui venaient à mon assemblée pour diriger la circulation, puis il y en avait une pour diriger la circulation à celle de M. Landais. Et puis, quand les rangées de voitures étaient placées, on plaçait un autobus par en arrière, ça fait qu'il ne pouvait plus sortir, il fallait qu'il attende la fin de l'assemblée. Ça fait qu'on n'a jamais eu d'assemblée de moins de 1200 personnes. Et puis, naturellement, dans les autobus, en venant puis en retournant, bien, mes organisateurs pouvaient essayer de convaincre ceux qui, auparavant, avaient voté contre moi. Mais aux îles, il y avait une particularité qu'on ne connaît pas beaucoup dans les autres comtés de la province. C'est que les gens étaient reconnaissants. M. Landais avait aidé beaucoup de monde, c'est clair. Il n'a pas été 27 ans député sans avoir aidé beaucoup de monde et travaillé pour beaucoup de personnes. Mais moi, je disais aux gens, je trouve ça bien que vous ayez de la reconnaissance et puis que vous décidiez de continuer à travailler pour M. Landais. Mais M. Landais a 72 ans, moi j'en ai 36. Puis vous allez voter pour M. Landais en reconnaissance pour ce qu'il a fait. Mais vos enfants, pourquoi ne voteraient-ils pas pour eux? Parce que moi, j'ai l'intention de travailler afin que tous ceux qui ont le désir et le talent de se faire instruire puissent le faire. Parce qu'aux îles de la Madeleine, ce n'était pas évident que les gens pouvaient aller à l'extérieur pour suivre leurs études. Il fallait qu'ils aillent à Church Point, en Nouvelle-Écosse, ou aller à Gaspé ou à Rimouski.
Et les moyens de communication n'étaient pas faciles avec la grande terre des îles à la province de Québec. Il fallait passer par Charlottetown, par Moncton, puis après ça, ça menait à Québec. Ça fait que les moyens de communication, c'était un autre atout pour l'élection. Et il y avait aussi la maladie. Parce que les gens à l'hôpital, il y avait un hôpital aux îles, c'était un bon hôpital. Les médecins faisaient ce qu'ils pouvaient, mais il n'y avait pas de chirurgien, il n'y avait pas seulement de la petite chirurgie. Le reste, il fallait que les gens soient transférés soit à Montréal ou à Québec. Et naturellement, c'était extrêmement coûteux. Et je me souviens d'une anecdote qui m'avait frappé, puis j'avais trouvé ça terrible. Un monsieur Bénard, et puis sa femme était décédée à l'hôpital à Montréal. Et il était venu voir M. Landelet au Parlement à Québec. Puis il a demandé à M. Landelet, il dit, Hormidas, il dit, je voudrais ramener ma femme aux îles, puis il dit, j'ai pas les moyens, une grande famille, il ne pourra pas m'aider. Ça fait que M. Bénard était un libéral, puis ça fait que M. Landelet lui a fait pour réponse, tu as une vache, vends-la. J'ai trouvé ça épouvantable, et naturellement, je le lui ai reproché tout au long de la campagne électorale. Et naturellement, ça ne lui a pas aidé. Mais aux îles, j'avais le candidat, le député sortant, et j'avais le clergé aussi contre moi. Parce que M. Landelet, pendant les 27 ans, il s'était occupé du clergé. Et il y en avait seulement qu'un qui m'appuyait, puis c'était un Franco-Américain, ça fait qu'il n'avait pas le droit de vote. Ça fait que ça ne pouvait pas m'aider beaucoup. Mais de toute façon, les campagnes étaient difficiles. Mais, par exemple, quand une fois élu, j'ai fait en sorte, j'avais dit que je serais le député de tous les Madelinots et de toutes les Madeliniennes, et je l'ai été. J'ai aidé tout le monde sans exception, et je n'ai jamais fait attention à si une personne était libérale ou conservatrice quand c'était pour le besoin du bien-être social ou pour le transport des hôpitaux, tout ça. J'ai même une fois M. Longue-Épée, qui était à l'hôpital, ici à l'Hôtel-Dieu, et la religieuse m'appelle. Elle dit, Monsieur le député, M. Longue-Épée voudrait vous voir, puis elle dit, ça serait une bonne chose que vous veniez le voir, et il vous réclame. Ça fait que j'ai été à l'Hôtel-Dieu. J'arrive là, le monsieur, il n'avait pas un sou, naturellement, puis il fumait, puis il n'y avait pas de cigarette. Ça faisait déjà un mois qu'il était à l'hôpital. Sa pension de vieillesse, elle restait aux îles, puis c'est sa fille qui l'utilisait pour nourrir sa famille. Ça fait que j'ai envoyé une secrétaire lui porter des cigarettes. Mais il aimait ça, voir du monde. Ça fait qu'il appelait souvent pour que le secrétaire aille lui porter des cigarettes. Puis quand on l'a sorti de l'hôpital, il m'appelle, il était à 4h30 l'après-midi. Puis il dit, Lacroix, il dit, on m'en retourne aux îles. J'ai dit, vous faites votre réservation pour l'avion? Il dit, non. J'ai dit, quand est-ce que vous sortez? Il dit, il faut que je sorte après-midi. Ça fait que j'ai dit, là, je vais essayer d'avoir des réservations. Fait que j'appelle à l'aéroport, je réussis à avoir deux réservations pour 2 billets. Et puis là, je vais le chercher à l'Hôtel-Dieu. Mais quand j'arrive à l'Hôtel-Dieu, il embarque dans la voiture, puis il se met à genoux entre les 2 sièges. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et je ne suis pas capable de m'asseoir. Fait que rendu à l'aéroport, c'est-à-dire j'avais fait de la réservation seulement pour un billet, mais rendu à l'aéroport, il n'était pas capable de faire le trajet seul. Fait que je demande s'il y avait moyen d'avoir un billet pour moi. Fait que j'ai réussi à avoir un billet. Là, on part pour Montréal. Rendu à Dorval, j'ai dit, êtes-vous capable? On arrive à Dorval à 9h, 9h30. Là, l'avion quittait à minuit pour Moncton. J'ai dit, pensez-vous d'être capable de faire le trajet? Il dit non. Fait qu'on est allé à l'hôtel Hilton à côté, puis on a loué une chambre. Puis là, il s'est couché, tout habillé, puis sur le ventre. Puis là, moi, j'ai dormi un peu. Le matin, à 5h, on se lève, on va prendre l'avion à 6h. Puis on s'en va à Moncton. Puis là, encore pareil, à genoux. Les gens de Air Canada ne voulaient pas qu'il reste à genoux dans l'allée. Ils ne pouvaient pas s'asseoir. Ça fait que là, réussi à les convaincre qu'il fallait qu'ils voyagent comme ça. Fait que rendu à Moncton, mais là, encore à genoux dans l'aéroport, les sièges, il n'était pas capable de s'asseoir. Fait que là, on part pour... là, on s'en va, mais c'est la Rondelet à partir de Moncton. Là, on prend le EPA, Eastern Provincial Airways. Puis là, on partait de Moncton, on s'en allait à l'île du Prince-Édouard, où il y a
Le nom m'échappe, l'aéroport, puis de là, il fallait aller à Charlottetown, Charlottetown des îles. Fait qu'on partait à 6 heures le matin pour rentrer à 9h30 aux îles. Arrivé aux îles, naturellement, j'ai demandé au chauffeur de taxi de l'île d'Amherst, de l'île du Havre-Aubert, d'aller reconduire M. Longuepée chez lui. Et puis, j'ai payé le taxi, 25 $. Puis, moi, j'ai rembarqué dans l'avion, je suis revenu. Et puis, à 2 heures l'après-midi, à 3 heures, j'étais assis à mon siège en chambre. Et l'élection suivante, je vais voir M. Longuepée. Et puis, fait que, je dis, M. Longuepée, j'espère que je peux compter sur vous. Oh, il dit non, il dit pas cette fois ici. Là. Il dit, ça fait que, j'ai dit, il me semble que j'ai fait assez pour vous. Oh, il dit, moi, ils ont toujours été une famille conservatrice. Puis il dit, pas ce coup ici. Fait que j'avais payé toutes choses. J'avais payé mon billet d'avion, 125 $, 25 $ le taxi. J'avais passé à lui, c'est à Cordonnet. J'avais payé l'hôtel Hilton. Ça fait que tout ce que j'ai eu de remboursement, c'est le billet de M. Longuepée par le bien-être social. Fait que c'est encore une autre couleuvre que les députés doivent apprendre à avaler. Naturellement, c'est les aléas de la politique, mais on ne doit pas s'arrêter à ça pour un cas particulier. On ne doit pas se décourager et on doit continuer à aider les gens dans toute la mesure du possible. Aux îles de la Madeleine, vous savez, quand j'ai été élu en 1962, le réseau routier était tout à refaire. Il y avait un peu d'asphalte entre Cap-aux-Meules et Havre-Aubert, mais c'était un asphalte de mauvaise qualité et il fallait tout refaire le réseau routier. Alors, on a commencé avec les travaux d'hiver. J'ai été bien critiqué pour ça, les travaux d'hiver, mais à un moment donné, à partir du mois de novembre, le gouvernement fédéral payait 50 du salaire des ouvriers, le gouvernement provincial 40 Il restait 10 aux municipalités à fournir, puis les matériaux. Fait que j'avais obtenu de Bernard Pinard, ministre de la Voirie, qui fournisse les matériaux. Et puis le 10 pour le payer payable par la municipalité, comme la plupart des municipalités n'étaient pas capables de le payer. Fait qu'au lieu de payer 1 piastre de l'heure, on payait 1 piastre et 10. Puis l'ouvrier remettait 10 cents à la municipalité quand il recevait son chèque. Et ainsi, la municipalité, ça ne lui coûtait rien. Et on a fait un scandale de ça à un moment donné, parce qu'il y avait 1400 personnes à un moment donné qui travaillaient sur la voirie aux îles de la Madeleine. Et l'avantage qu'il y avait, c'est qu'on pouvait redresser les routes, les élargir, les surélever. Et puis, naturellement, sans qu'on ait à payer d'expropriation. Tout ce qu'on payait, c'était 10 cents pour défaire la clôture, puis 20 cents de la reposer du pied. Ça fait que ça coûtait, ça pouvait se faire rapidement, puis ça coûtait pas cher. Et puis, on a fait ça 2, 3 hivers consécutifs. Et en plus, naturellement, comme ils payaient l'assurance chômage, ça fait que ça leur permettait de bénéficier de l'assurance chômage plus longtemps, puisqu'ils contribuaient pendant une période plus longue. Et naturellement, on a tout refait le réseau routier de même. Mais de 62 à 66, on avait le mot juste de problème de l'Expo universelle de Montréal. À ce moment-là, les fonds du ministère de la Voirie étaient tous concentrés vers l'île de Montréal parce qu'il fallait débloquer la circulation à Montréal. Compléter le boulevard métropolitain, refaire le boulevard des Caries, en fait, le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Ça fait que nous autres, à ce moment-là, M. Lesage nous disait, il faut donner la priorité à Montréal. On ne peut pas vous... Fait comme les comtés n'avaient pas été le comté des Îles-de-la-Madeleine n'avait pas été trop gâté, eh bien là, ça retardait encore de 4 ans. Et puis, fait que je chialais pas mal fort. Fait qu'avec Roger Labrec, puis sous-ministre de la Voirie, puis l'assentiment de M. Pinard, je réussis à accrocher quelques 100 000 $ par-ci, puis quelques 100 000 $ par-là. Fait qu'on a refait le réseau routier. Et puis, après ça, il est arrivé la Transcanadienne. Quand moi, je voulais bénéficier des avantages de la Transcanadienne, le gouvernement fédéral payait 90 %. Ça fait que là, j'ai été trouver Roger Labrec, puis j'ai dit, la route des îles de la Madeleine, j'ai dit, on ne peut pas aller à l'île du Cap-Breton sans passer par les îles de la Madeleine. J'ai dit, c'est la même chose que du Nouveau-Brunswick aller à l'île du Prince-Édouard. J'ai dit, ça continue de la route transcanadienne. Nous autres, ça va continuer la route 10. Ça va s'appeler la route 10A. Fait que là, Rouleau, l'autre sous-ministre, est rentré dans le jeu. Ça fait que là, on a appelé ça la route 199. Et puis là, on a bénéficié des avantages du fédéral.
ce qui nous a permis d'aller beaucoup plus rapidement. Et à ce moment-là, l'habitude, c'était, il partait du centre en allant vers les extrémités. Et si j'avais agi comme ça, naturellement, la route ne sera pas encore asphaltée. Fait que j'ai commencé aux extrémités, en venant vers le centre. Fait que là, ils ont été obligés d'aller plus rapidement, mais ça coûtait énormément cher, alors que ici, à Québec ou à Montréal, 1 mille d'asphalte, ça pouvait coûter 5 000 $. Nous autres, ça nous coûtait 25 000 parce qu'on n'a pas d'agrégat. Puis l'asphalte lui-même venait en baril. Il fallait faire venir l'asphalte en baril de Montréal par bateau. Après ça, le transporter sur les lieux. Puis là, il fallait chauffer pour bêler avec les agrégats. Puis on n'avait pas d'agrégat de bien bonne qualité parce qu'il n'y a pas de roc solide aux îles. Il y en avait peu. Fait que, mais tout de même, on a réussi à refaire le réseau routier. Et il y avait un problème d'eau aussi. Il y avait un problème d'aqueduc. Et puis, naturellement, on a commencé avec encore l'entente Canada-Québec. Et on a commencé à Cap-Aux-Meules à faire l'aqueduc et l'égout. Mais à ce moment-là, c'est que ça commençait la participation des municipalités à la taxe de vente. Puis comme Cap-Aux-Meules était la plus petite municipalité, il y avait à peu près 800 de population, entre 8 et 900 de population, mais c'était le centre commercial. C'est là que toutes les affaires se faisaient. Alors, le revenu de la taxe de vente rapportait assez pour pouvoir payer les travaux sans qu'on augmente les taxes. Les taxes avaient été augmentées de 50 sous, mais il y avait des services d'aqueduc et d'égout. Et puis, là, après ça, bien, dans les autres municipalités, il n'y avait pas possibilité de faire, les ententes fédérales provinciales étant terminées, il n'y avait pas possibilité de bâtir de réseaux d'aqueduc et d'égout. Mais la plupart du temps, les fosses septiques se vidaient dans les puits, puis l'eau, la nappe phréatique aux îles de la Madeleine, elle est fragile. Fait qu'à ce moment-là, on a fait des aqueducs. On a commencé à l'Étang-du-Nord, puis Fatima, après ça, Havre-aux-Maisons, puis Havre-Aubert. Et puis là, ben, il fallait creuser beaucoup de puits, parce que si l'eau descend plus bas que le niveau de la mer, il y a danger d'infiltration de l'eau salée dans les puits, et à ce moment-là, les puits auraient été condamnés. Ça fait que ça a coûté énormément cher, mais pas aux municipalités. L'aqueduc de Fatima et de l'Étang-du-Nord a été payé à 90 % par le gouvernement provincial. Et par la suite, il y a eu des subventions. En fait, il n'y a pas eu besoin d'ajouter de taxes aux payeurs de taxes, aux propriétaires. Le gouvernement s'est montré très, très généreux. Naturellement, j'avais l'appui de M. Lesage quand j'avais besoin d'argent auprès des ministères. Puis comme il était ministre des Finances, bien, ça aidait énormément. C'est comme ça que j'ai réussi à aider les îles. Aussi, on a construit une école régionale. Ça a été la 9e qui a été construite dans la province de Québec. Et puis, naturellement, on a eu un problème avec les professeurs. On n'avait pas le personnel qualifié pour l'école secondaire régionale. Parce que là, on allait jusqu'à la 12e année. Fait qu'on a réussi à obtenir, j'ai communiqué avec les religieuses de la congrégation Notre-Dame et avec les frères du Sacré-Cœur, qui étaient aux îles, déjà, l'île du Havre-Aubert et à l'Étang-du-Nord. Et là, la communauté des frères du Sacré-Cœur nous a donné 15 religieux, et les religieuses de la congrégation Notre-Dame, 15 aussi, pour former un noyau de professeurs. Et puis là, ben, il y a eu le problème, c'est qu'il a fallu construire des résidences pour et les religieux et les religieuses à l'école régionale. Et puis, naturellement, là, ça coûtait énormément cher. J'avais rencontré les religieux et les religieuses, et j'ai dit, vous avez déjà un problème de recrutement. Si on construisait seulement une résidence, j'ai dit, peut-être ça coûterait moins cher pour y assurer la relève. Ça n'a pas été populaire. Mais tout de même, on a cette école régionale-là, elle est grande, parce que les plans originaux avaient été faits pour seulement l'école secondaire. Il n'y avait pas été question de l'école des métiers, des arts et métiers. Fait que là, quand on a décidé d'ajouter à l'école régionale l'école des arts et métiers, à ce moment-là, il a fallu construire en étendue plutôt qu'en hauteur parce que les plans, les fondations n'avaient pas été réalisées en fonction de construire en hauteur. Fait que
Ça a amené à construire, c'est grand, c'est une des belles écoles de la province de Québec. Mais dans le temps, ça a coûté quasiment 6 millions. Mais ça a été payé 90 par le gouvernement fédéral parce que c'était une école professionnelle. C'était considéré comme professionnel. Fait que ça a été une des premières que... Et puis c'est par un gars de l'Abitibi, le notaire de Lassar, qui m'avait dit, il dit, applique donc pour cette chose-là. Et puis, il était au ministère de l'Éducation. Son nom m'échappe, là, mais j'ai fait application, puis on l'a eu. Et une drôle de coïncidence, les élections fédérales se sont déclenchées pas longtemps après que l'école régionale a été inaugurée. Et Maurice Sauvé m'arrive et dit, Louis-Philippe, qu'est-ce que je dois dire? Il dit, dans mes réalisations. J'ai dit, il y a l'école régionale. Il dit, comment ça, l'école régionale? Ben, j'ai dit, ça a été payé 90 par le gouvernement fédéral. Il dit, moi pas. Il était ministre, puis il ne savait même pas. Ça fait que ça peut vous dire la relation qu'il y a entre les fonctionnaires puis les ministres et les députés à Ottawa. Ça fait que... Mais l'école régionale aussi, quand on avait parlé au début de l'école régionale, Monseigneur Arsenault, qui était le vicaire général des îles, était venu à Québec, et puis on avait, avec les maires, puis le président de la commission scolaire, on avait rencontré Gérin Lajoie, qui était ministre de l'Éducation. Et là, on avait eu le hockey, et que ça se réaliserait. Et le dîner, on était allé dîner ensemble chez Marino. Et puis là, Monseigneur Arsenault, il dit, Monsieur le député, il dit, si dans 5 ans, il dit, les travaux débutent, il dit, on pourrait dire que ça a été vite. Ça fait que les travaux ont débuté 6 mois plus tard. Et puis 2 ans après, les élèves entraient dans l'école. Ça fait que Monseigneur Arsenault a trouvé que ça avait été piloté rapidement. Naturellement, Paul Gérin-Lajoie était bien au courant de la situation aux îles, et puis ça facilitait la chose. Mais il y avait aussi le fait que j'étais ami, puis j'étais connu, puis j'étais ami avec tous les ministres, et parce que j'avais milité activement. Et puis, je participais à tous les congrès du parti. Et puis, ici, à Québec, nous étions un groupe, puis on contrôlait pas mal tout le district de Québec. Et puis, quand il arrivait les élections à la présidence ou aux autres postes électifs du parti, ils ne nous passaient pas souvent de sapin parce qu'on voyait notre affaire. Puis, une fois, il avait essayé de nous passer un président qu'on ne voulait pas. Puis, Jean-Paul Grégoire, qui était président, avait prolongé jusqu'à 1h30 pour essayer de nous décourager de s'absenter pour qu'il puisse passer son poulet. Mais ça n'a pas marché. Ça fait qu'on a réussi à passer les nôtres. On en a gardé un. C'était M. Laporte, Laurent Laporte de Saint-Jean. Parce que c'était lui qui supportait pas mal la fédération financièrement. Ça fait qu'à ce moment-là, ça aurait été difficile de l'exclure. Mais c'était des campagnes très actives à l'intérieur du parti. Mais tout se faisait avec amitié, par exemple. On se respectait les uns les autres. Et c'était réellement agréable. Et c'est ainsi que j'ai été connu. J'avais un peu le don de la parole. J'aimais aller parcourir la province, connaître les besoins d'un peu de la province. Moi, dans Bellechasse, naturellement, c'est un comté agricole. Et puis, le problème agricole, je le connaissais assez, mais je me suis rendu compte par la suite que l'agriculture, c'était pas pareil dans toutes les régions. On ne peut pas parler d'agriculture en Abitibi, dans la région d'Abitibi, comme on peut en parler dans les cantons de l'Est, dans le jardin de la province, ou dans la région des Bois-Francs, de la région chez nous, ou le Bas-Saint-Laurent. Vous savez, l'agriculture, puis c'est pas du tout la même chose. Là, je me suis rendu compte que quand on voulait être au courant des vrais problèmes de l'agriculture, il fallait parcourir la province. Et c'était un peu de même aussi dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation, dans la santé. Il y avait des territoires qui étaient bien pourvus, bien nantis au point de vue d'hôpitaux, d'autres territoires qui étaient moins bien desservis. Au point de vue des écoles, c'est la même chose. C'était concentré à peu près à Québec. Il y avait à Lévis, il y avait l'école, un collège, là, Saint-Anne-de-la-Pocatière. Après ça, ça allait à Rimouski. Puis sur la Côte-Nord, il était moins bien nanti. Puis, vous savez, il y avait des problèmes dans l'éducation
On a peut-être été trop vite à ce moment-là, par exemple. On a pu attendre un peu quand on est arrivé avec les cégeps, là, les écoles secondaires et les cégeps. On n'avait pas le personnel voulu. On s'est fait passer bien des sapins, des gens qui sont arrivés avec des supposés certificats en toutes sortes de langues, et puis on a eu du personnel qui n'était pas... on n'était pas préparé pour aller aussi vite, parce qu'il fallait former le personnel avant. Une chance qu'on a eu les religieux et les religieuses, parce qu'on aurait eu des drôles de problèmes. Mais par la suite, bon, ça a toujours été continué de plus en plus vite. L'opération 55 est venue l'opération 120. Les cégeps étaient supposés en avoir une quinzaine, il y en a eu à pelleter. Fait que, définitivement, ça a causé des problèmes énormes, mais ça a causé des problèmes aussi financiers. Mais à ce moment-là, il y a eu une escalade au point de vue des salaires. Et puis, les syndicats ont profité pour... naturellement, les professeurs, je pense qu'ils méritent un bon salaire parce que, je l'ai toujours dit et je le maintiens encore, les professeurs sont ceux qui travaillent sur la matière première la plus importante de la province de Québec. C'est le talent, le cerveau de nos enfants. Les professeurs ont beaucoup de mérite, mais lorsqu'ils font de l'éducation, lorsqu'ils instruisent nos enfants, pas quand ils font du corporatisme, quand ils font de la politique. Je ne crois pas qu'ils soient formés pour faire de la politique. Ils ont été formés pour éduquer nos enfants. Nous leur donnons nos enfants pour ça. Et naturellement, c'est peut-être une des faiblesses aujourd'hui de l'éducation. Quant à la santé, bien, naturellement, avec l'assurance hospitalisation, ça a ouvert les portes à donner accès aux hôpitaux à un plus grand nombre de personnes. Et puis, quand on a ajouté l'assurance santé, ça a été encore davantage parce que moi, je me suis toujours battu. J'ai commencé en politique, puis ça a toujours été mon leitmotiv parce que j'aurais aimé me faire instruire. Puis je croyais avoir le talent de me faire instruire. Mais chez nous, nous étions 8. Et puis mon père gagnait 50$ par mois. Comment vous voulez qu'il nous envoie au Collège Lévis? Ça coûtait 25$ par mois. C'était impossible. Ça fait que j'ai commencé à travailler à 15 ans à cause de ça, à la Banque canadienne. Mais l'éducation puis la santé, c'est pas un droit, c'est pas un privilège, c'est un droit. Et puis, il fallait y aller. Et puis, la santé, bien, il y a là eu aussi une augmentation de l'utilisation des hôpitaux puis des soins médicaux. Mais c'est anormal, parce que combien de nos ancêtres sont décédés en bas âge parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se faire soigner, ils n'avaient pas les moyens d'aller à l'hôpital, ils n'avaient pas les moyens d'aller voir les spécialistes, parce qu'ils savaient qu'ils endetteraient leur famille pour des années à venir. Alors, ils restaient chez eux, puis ils soignaient avec des tisanes, puis ça donnait ce que ça donnait. La moyenne d'âge la moyenne de vie était de 55-60 ans à peine. Mais aujourd'hui, vous voyez, depuis cette époque-là, il a fait à peine 30 ans. Et aujourd'hui, la moyenne d'âge, de moyenne de vie est rendue pour les dames à 81, 82, pour les hommes 78, 79. Ça a été certainement un bon placement. Mais ça a été des activités politiques auxquelles je me suis mêlé, non seulement dans le comté des Îles-de-la-Madeleine, je m'en suis intéressé aux Îles-de-la-Madeleine, c'est clair, c'est à la base de mon travail, mais je l'ai étendu à la grandeur de la province parce que je parcourais la province avec M. Lesage ou avec Alcide Courcy, qui était organisateur, et j'ai été appelé souvent à aller parler dans les différentes régions. Et puis, bien des fois, j'allais parler parce que il y avait des ministres qui s'engageaient pour aller parler à une réunion un dimanche, un endroit ou un autre. Je me souviens d'un cas particulier. M. Lesage me fait appeler par sa secrétaire 2 heures du matin, le dimanche matin. Et Mme Lacasse m'appelle, elle me dit « M. Lacroix, M. Lesage vous demande d'aller parler à Saint-Hyacinthe pour remplacer Claude Wagner, qui s'est désisté. » Fait que l'Assemblée avait lieu, la réunion avait lieu à 10 heures à la salle des Chevaliers de Colomb à Saint-Hyacinthe. Mais j'ai dit, ils attendent Claude Wagner, ils n'attendent pas Louis-Philippe Lacroix, qu'est-ce que je vais leur dire? Ça fait que, elle a dit, M. Lesage vous demande d'y aller. Alors, je lui ai dit, moi, je ne suis pas prêt à y aller, je n'y vais pas. Quelques minutes après, je reçois un appel de M. Lesage, j'ai dit, M. Lacroix, il dit, c'est un ordre. Je veux que vous soyez à Saint-Hyacinthe pour remplacer M. Wagner. Correct, patron.
C'est un ordre, je voyais. Il ne faut pas oublier que suite en 1966, naturellement, parce qu'il avait fallu augmenter les taxes scolaires dans la province à cause qu'on avait agi un peu rapidement. Et des bons fonctionnaires au ministère, naturellement, ont décidé d'envoyer les comptes de taxes avant l'élection. Naturellement, comme dans Rivière-du-Loup, le docteur Couturier, il y a eu, les comptes de taxes étaient arrivés juste 30 jours avant l'élection. Et ça s'est fait dans plusieurs comtés. Et naturellement, là c'était la révolte des payeurs de taxes. Et c'est ce qui a amené la défaite du Parti libéral en 1966. Et naturellement, le Parti libéral était parti naturellement sur une envolée, là, ça allait bien les affaires. Avec l'arrivée de l'Union nationale, M. Johnson a eu de la misère à asseoir son leadership. Et naturellement, ça a ralenti les affaires beaucoup. Et par la suite, M. Johnson a eu des problèmes de santé également. Il a dû se retirer pendant quelques semaines, puis après ça, il est revenu. Et puis, naturellement, il n'y avait pas trop d'homogénéité dans le parti de l'Union nationale. M. Bertrand puis M. Johnson, il y avait certaines rivalités. Et quand M. Johnson est décédé, naturellement, là, M. Bertrand a été choisi chef de l'Union nationale. Et tout le temps qu'on a été dans l'opposition, naturellement, moi, j'ai trouvé que ça a été la plus belle période de mes 14 années de députation. J'ai bien aimé l'opposition parce que quand on est dans l'opposition, on peut parler, on peut poser des questions, on peut interroger, on peut répondre. C'est chose qu'on n'est pas capable de faire quand on est au pouvoir parce que seuls les ministres sont appelés à répondre aux questions de l'opposition. Et comme j'agissais comme whip, même quand Pierre Laporte était whip en fait, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de salaire attaché aux choses de leader du gouvernement. Il y avait le whip en chef avait un petit surplus. Et puis, naturellement, Pierre Laporte agissait comme leader, mais il portait le titre de whip en chef, mais c'est moi qui agissais comme whip. Et puis, j'ai fait tout ça pendant le temps de l'opposition et naturellement, c'était agréable. Et puis, c'était surtout de voir les ministres de l'Union nationale. Je leur reposais toutes les questions qu'ils avaient posées dans le temps que nous étions au pouvoir. Et il y a plusieurs questions qui les embêtaient. Et une fois, j'avais pris M. Bellemare. M. Bellemare, alors que René Hamel était député de Saint-Maurice, était ministre du Travail, M. Bellemare avait fait un discours à l'emporte-pièce, puis il avait descendu le Parti libéral, puis le ministre du Travail. Puis, il avait donné, comme on dit en bon canadien, une rare ramasse. Fait que là, c'est M. Bellemare qui est ministre du Travail. Fait que, on me demande de parler sur le discours du trône, puis non sur une loi du ministre du Travail. Dans ce temps-là, on pouvait parler, c'était assez large, on y allait. Les règlements n'étaient pas trop restreints. Fait que je pars, puis je m'en vais dans le journal de débat, puis je prends le texte du discours de M. Bellemare. Puis là, la seule chose que je change, c'est le mot au lieu de l'Union libérale, gouvernement libéral, Parti libéral, député de Saint-Maurice. Là, moi, je mettais l'Union nationale, le député de Champlain, et puis M. Bellemare. Ça fait que là, je descends ça sur le même ton que lui, il l'avait fait. Fait que quand je me rassois, là, M. Bellemare se lève, et il dit, Monsieur le Président, ça prend un ignorant pour faire un discours comme ça. Ça fait que là, je me lève, je dis, Monsieur le Président, est-ce que je pourrais dire deux mots au ministre du Travail? Ça ne me surprend pas que ce soit un discours d'ignorant. Parce que s'il va dans le journal des débats, de la page 11 000 quelque chose à d'autres, à peu près dans ces entours-là, j'ai dit, il va trouver son discours, c'est son discours que j'ai dit, la seule chose que j'ai changé, c'est libéral au lieu, Union nationale au lieu d'être libéral. J'ai dit, c'est ça un discours d'innocent, c'est ça un discours d'ignorant, c'est le discours du député de Champlain. Ça fait que, après ça, Bellemare avait averti, puis M. Johnson aussi, il avait averti les autres députés de ne pas m'interrompre. Parce que je sautais assez vite sur mes patins, puis
J'ai été assez sévère dans mes répliques. Ça fait que, mais j'ai bien aimé mes 4 années d'opposition. Mais par contre, moi, aux îles de la Madeleine, pour punir, ils pensaient de me punir. Le ministre de la Voirie, par exemple, il ne dépensait pas une scène, pas fait un bout de chemin aux îles de la Madeleine, le strict nécessaire pour que les voitures ne se brisent pas trop. Et puis ailleurs, les autres ministères, le strict minimum, puis il n'y avait rien. Fait que j'avais dit à M. Lafontaine, une fois on s'était rencontrés chez le président, en dehors de la Chambre, puis j'avais dit à Lafontaine, j'ai dit, écoute un peu, c'est pas moi qui punis, là. C'est les gens des îles de Madeleine. Et puis, ça fait en fait, j'ai fait l'autre campagne avec ça, parce que le gouvernement avait négligé les îles dans tous les départements, soit la santé, l'éducation, la voirie. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Puis les pêcheries, ça marchait plus ou moins. Ça fait que là, je me suis fait réélire en 70. Mais là, il y a eu d'autres événements. Naturellement, nous autres, le parti est en effervescence. Et pendant les années d'opposition, naturellement, il y avait de l'activité au sein du Parti libéral. Parce que à la suite de la défaite, là, il y a eu des congrès, puis des congrès annuels, oui, biannuels du parti. Et puis, le leadership de M. Lesage a été mis en jeu. Ça fait que là, bien, M. Lesage a formé le comité exécutif du parti pour qu'il y ait une nouvelle administration de leadership du parti. Il y avait le chef du parti, il y avait 3 représentants du parti qui étaient élus à l'Assemblée annuelle du congrès du parti. Il y avait le président du parti, il y avait le secrétaire et le trésorier. Le président, à ce moment-là, était M. Kierens, le secrétaire était M. Pinard, puis le trésorier était M. Jean Morin de Montréal. Et du côté des députés, le whip en chef faisait partie automatiquement de cet organisme-là, et 2 députés élus par le caucus. Au premier caucus, les deux premiers qui ont été élus, c'est M. Lévesque et moi. Et par la suite, j'ai toujours été membre du comité exécutif tout le temps que j'ai été député. J'ai connu toutes les beautés et les problèmes du parti. Et puis, mais en 1969, M. Lesage, à cause de la contestation qui venait du député Wagner et aussi d'un docteur de Joliette, qui n'appuyait pas M. Lesage. À ce moment-là, M. Lesage a dû démissionner en 1969 et il a appelé un congrès pour 1970. Puis en 1970, moi, j'ai appuyé Pierre Laporte. Et puis, naturellement, je m'étais engagé avec lui lors de l'élection partielle dans le comté de Matane, alors que Pierre était le responsable de l'élection du comté de Matane. J'étais son assistant. Et il m'avait demandé si je l'appuierais si jamais le siège de premier ministre, de chef du parti, devenait libre. Ça fait que je l'avais connu à ce moment-là et j'avais décidé, j'ai dit oui. Et puis, on a été à une vingtaine de députés qui ont appuyé Pierre Laporte. Et puis, naturellement, quand Robert Bourassa a décidé d'entrer dans la lutte, naturellement, je ne pouvais pas me dédire de ma parole. Et puis, de toute façon, je ne connaissais pas bien Robert. Et je savais que c'était un gars intelligent, mais au point de vue de la politique puis de la législature, naturellement, Pierre Laporte avait beaucoup plus d'expérience que lui. Et c'est pourquoi j'appuyais Pierre Laporte. Parce que Pierre était un excellent orateur, il connaissait un bon débatteur parce que en chambre, il connaissait bien ses règlements. Et il avait une logique, vous savez, quand M. Laporte arrivait, il disait 1, 2, 3, à ce moment-là, c'était difficile de défaire ses arguments. Et puis, c'était agréable de le suivre. Et puis moi, je lui demandais qu'une seule chose, c'était d'être loyal. J'ai toujours demandé, quand j'ai appuyé quelqu'un, je lui demandais toujours d'être loyal. Naturellement, quand la campagne au leadership, j'ai été très actif, même si j'étais malade à ce moment-là. Et puis, quand le soir du congrès, quand M. Bourassa a été élu chef, Jacques Guier, qui était un journaliste à la Tribune de la Presse, est venu me trouver et a essayé de me coincer et me dire t'as perdu ton poulet, c'est pas fait élire.
qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, la démocratie s'est exprimée. La majorité a décidé que c'était Robert Bourassa qui était le chef. Bien, moi, je m'incline. C'est Robert Bourassa qui est mon chef. Et à l'avenir, je vais travailler, je vais collaborer avec Robert Bourassa, comme j'aurais collaboré avec Pierre Laporte, comme j'ai collaboré avec M. Lesage. J'ai dit, il n'y a rien de changé. Je suis encore un membre du Parti libéral. Puis j'ai l'intention de demeurer actif. Fait que j'ai été, après ça, ben, j'ai mieux connu Robert. Après ça, on a fait la campagne électorale ensemble. Et puis, par la suite, quand il est venu le temps de former son cabinet, Pierre Laporte m'a appelé, m'avait dit que je rentrerais si je voulais être ministre, que je le serais. Fait que, mais au cours de discussion, j'avais parlé avec lui à la suite de la convention, puis avec Lucien Clich, puis d'autres, là. Il avait été convenu que j'étais à peu près celui qui pourrait le mieux rassembler tous les députés, les supporters de Laporte, les supporters de Wagner, puis les supporters de Bourassa. Fait que j'ai dit, si pour quelques mois je peux être le whip puis rassembler les gars, je suis prêt à l'accepter. Ça fait que Pierre Laporte, avant que Robert forme son cabinet, il m'a appelé et dit, Louis-Philippe, es-tu encore prêt à accepter d'être whip en chef? Ben, j'ai dit, écoute, Pierre, je t'ai dit que je le ferais. Si j'étais le seul homme capable de réunir tous les gars là, pour qu'il n'y ait pas de pagaille, puis qu'il y ait l'unité dans le parti. Ça fait que, il dit, Robert va t'appeler. Fait que Robert Bourassa m'a appelé 10 minutes après. Puis il m'a demandé, il dit, Louis-Philippe, accepterais-tu d'être whip en chef? Ben, j'ai dit à Pierre que j'acceptais. Mais seulement, j'ai dit, j'aimerais savoir une chose, par exemple. Est-ce que ça va me barrer la porte du cabinet à tout jamais? Il dit non, Louis-Philippe, le premier remaniement, il dit tu vas être ministre. Ça fait que le premier remaniement est arrivé, puis il a nommé Berthiaume ministre. Je n'ai pas dit pas un mot. Puis il arrive une autre nomination, puis un autre. Ça fait que j'ai dit à Robert, j'ai dit, il me semblait que tu tenais tes paroles. Tu avais seulement qu'une parole, que tu tenais tes promesses. Ça fait que, à la fin du compte, j'ai vu qu'à l'intérieur du cabinet, il y avait des frictions, il y avait des députés qui n'aimaient pas. Et il y avait des ministres qui trouvaient que je leur frottais les oreilles pas mal fort. Ça fait que les ministres étaient obligés de soumettre leur projet de loi aux députés. Et plusieurs n'appréciaient pas ce geste-là. Parce qu'avant que les lois soient adoptées et passées, pour être validées, là, il fallait qu'elles soient soumises aux députés qui étaient intéressés à ces problèmes-là. Et naturellement, il y en a plusieurs qui se sentaient brimés dans leurs privilèges. Mais de toute façon, je trouvais imbécile que les députés prennent connaissance des projets de loi amenés par le gouvernement en même temps que l'opposition. Parce que les fonctionnaires avaient connaissance du projet de loi et les députés étaient tenus dans l'ignorance. Et quand le projet de loi était présenté en Chambre, s'il y avait quelque chose qui ne faisait pas notre affaire, c'était difficile d'aller contre, parce qu'à ce moment-là, ça brisait l'unanimité. Mais je l'ai fait, je me suis permis de le faire 2 fois. Une fois contre le ministre Toupin, ministre de l'Agriculture, sur la loi des petits abattoirs. Je trouvais qu'on allait un peu trop loin, que les fonctionnaires ne se rendaient pas compte de ce qui se passait sur le terrain. Par la suite, la loi a été ramenée, on a changé de ministre de l'Agriculture, la loi a été ramenée par M. Drummond. J'ai dit à Drummond, la loi n'était pas bonne quand elle a été présentée par Toupin, elle n'est pas meilleure représentée par toi. Ça fait que ça, s'il n'y a pas d'amendement, la loi, vous allez être obligé de la retirer, et c'est ce qui est arrivé. Et naturellement, je pense bien que ça a été le dernier clou de ma tombe, ça, parce que le premier ministre n'avait pas beaucoup apprécié qu'on n'ait pas accepté ce projet de loi-là. Et puis, mais tous les députés, nous étions une vingtaine de députés des comtés ruraux, et puis on disait que ce n'était pas dans les petits abattoirs que le commerce de la viande avariée s'était fait, c'était dans les gros abattoirs. Puis qu'on punissait tous les gens des régions éloignées, parce qu'à ce moment-là, on fermait les petits abattoirs pour en faire des gros, mais ça coûtait plus cher pour le transport, ça coûtait, puis les cultivateurs n'avaient même pas le droit d'abattre pour leur propre consommation. Ça allait pas mal loin, cette loi-là.
Fait que par la suite, ils l'ont amendé, ils l'ont adouci, mais on a perdu le pouvoir et c'est M. Garon qui l'a fait adopter par la suite. Après les élections d'avril 70, naturellement, M. Bourassa a formé son cabinet. Après ça, la session a débuté. Et là, ça a été bien agréable et il y avait beaucoup de pain sur la planche. Et M. Bourassa était jeune, mais il y avait des idées. Et puis, il voulait que la province se développe. L'économie est intéressée par l'économie. Et ça roulait rondement. Les députés travaillaient en équipe, puis tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'arrive l'histoire d'octobre. Naturellement, Pierre Laporte était un de mes excellents amis. Et puis, quand il a été enlevé, je dînais le soir chez des amis, avec ma femme. Et puis, naturellement, quand on a annoncé à la radio l'enlèvement de Pierre Laporte, le souper s'est terminé là. Puis, on est parti, ma femme et moi, on s'est emmenés. Puis, j'ai dit à ma femme, on ne reverra pas Pierre vivant. Et puis, naturellement, toute la semaine, j'étais en contact, puis Mme Laporte m'avait écrit du Reine-Élisabeth, elle m'avait demandé d'intervenir auprès de Robert et de Jérôme Choquette, ministre de la Justice. Ça fait que j'étais toujours en contact avec Robert. Puis, je me demandais, j'étais inquiète, est-ce que vous faites réellement tout ce qui est humainement possible de faire pour sauver Pierre? Puis Robert m'assurait que oui, puis je suis convaincu qu'il le faisait aussi, parce que M. Bourassa, il était malade de ça, ça l'affligeait énormément. Et puis, j'avais été rencontrer Jérôme Choquette à son bureau. J'avais dit à Jérôme, j'ai dit, écoute un peu, là, ils ne sont pas capables de trouver rien. J'ai dit, la police provinciale, ça a été fait, ça, pour diriger la parade de la Saint-Jean-Baptiste. Ça n'a pas été organisé pour trouver des bandits. Fait que demande la police de Montréal, elle en a plein les bras, elle n'est plus capable. J'ai dit, demande la gendarmerie royale. Ça fait que, on s'est quitté là-dessus. Puis le lendemain, bien là, c'était les mesures de guerre qui étaient arrivées. Moi, les mesures de guerre, je n'étais pas au courant de ça à ce moment-là. Moi, je pensais à la gendarmerie royale. Mais la gendarmerie royale n'avait pas les effectifs non plus pour s'occuper de ce cas-là à travers la province et à Montréal en particulier. Ça fait quand Pierre a été découvert mort, j'ai eu le travail de convoquer le caucus et toute la nuit, ma femme, mon fils, puis le secrétaire, on est passé la nuit au téléphone, on a appelé tous les députés, puis les convoqué à un caucus au Parlement. Et parce qu'on croyait que Pierre serait exposé au Parlement, et la famille ayant décidé autrement. À 7h30 le matin, on me rappelle pour me dire que le caucus se tiendrait au Palais de justice à Montréal. Fait que là, il a fallu se remettre sur le téléphone, puis rappeler tous les députés, puis leur dire que tout est transféré à Montréal. Puis ceux que, naturellement, je n'avais pas pu rejoindre, j'ai été à la télévision, et je leur ai demandé de se rendre à Montréal. Et puis, j'étais en même temps que M. Jean-Noël Tremblay à la télévision. Et c'est là que je me suis rendu compte que M. Tremblay et moi, on était bien affectés. Et ça a été une période bien pénible. C'était une grande perte pour la province, pour le parti, naturellement, puis pour le gouvernement. Et Pierre Laporte était un homme travailleur, puis qui apportait beaucoup à la politique. Et naturellement, on a eu de la difficulté à se remettre de ça, mais il a fallu se mettre à l'ouvrage et on s'est mis, chacun s'est dit, je me souviens qu'au caucus à Montréal, j'avais dit aux députés à ce moment-là, avant de quitter pour descendre à Chapelle-Ardente, et j'avais dit aux députés, ayons le courage que celui qui est en bas aurait, c'est un de nous autres qui est là. Par la suite, bien, nous sommes revenus en chambre, chacun à notre boulot, à nos responsabilités. Et naturellement, on a œuvré de façon à bâtir l'économie de la province. Et puis,
Ça a été des années valorisantes avec l'équipe de M. Bourassa. Ça travaillait beaucoup, mais il y avait quelques faiblesses au sein du cabinet. Mais Robert jonglait avec ça, puis réussissait à fonctionner. Et puis, mais c'était l'inexpérience, c'était pas les faiblesses, c'était pas dû à la compétence, au manque de compétence, c'était dû à l'inexpérience. Naturellement, quand un député arrive pour la première fois, puis qu'il est nommé ministre, puis qu'il doit répondre aux questions d'une opposition aguerrie, c'est un peu dur sur les nerfs, puis, parce que le gars ne peut pas prendre connaissance de tous les dossiers dans l'espace de quelques jours. Mais ça s'est relativement bien passé à cause du fait que malgré son jeune âge et son expérience relativement jeune de Robert, il se tirait des périodes de questions avec une aisance au grand déplaisir de l'opposition, parce qu'il était un artiste de la réponse un petit peu tortueuse. Pour lui, la voie la plus rapide, ce n'était pas la voie droite. De temps en temps, il bifurquait. Il tournait les coins, il ne tournait pas les coins carrés, il tournait les coins ronds. Mais c'était bien agréable pour nous autres, c'était drôle, mais pour l'opposition, ça devait être un petit peu déconcertant. Mais on a passé à travers. Mais quand il est arrivé, 73, moi j'avais été en 71, j'ai été hospitalisé. Et puis, j'ai été 3 mois, j'ai été hospitalisé le 3 décembre, puis je suis sorti le 3 février de l'hôpital. Quand je suis rentré, je pesais 173 livres, puis quand je suis sorti, je pesais 97. Je ne sortais pas quand il ventait. Ça fait qu'au mois de juin, je suis sorti le 3 février de l'hôpital, puis le 7, on m'avait dit d'être 6 mois sans sortir de la maison. Et le 13 février, les 3 maires des Îles-de-la-Madeleine qui arrivent au Parlement. Et puis, l'Hydro avait décidé de charger aux Îles-de-la-Madeleine le coût d'électricité au coût que ça coûtait. Ce qui voulait dire que ça augmentait l'électricité par 10. Fait que j'ai dit à ma femme, va chercher l'auto, puis je m'habille, puis on s'en va au Parlement. Fait que je suis arrivé ici, les maires rentrent dans mon bureau, les maires étaient assis là, puis ils ne me reconnaissaient pas. Fait que, on est allé au ministère des Richesses naturelles. J'ai dit, l'Hydro-Québec, ce n'est pas vous autres qui conduisez, c'est le gouvernement. Alors, quand on a fait la nationalisation de l'électricité, il n'y a pas eu de cas d'exception pour les îles de la Madeleine. L'Abitibi, vous avez passé du 25 cycles au 60 cycles, vous n'avez pas chargé davantage. Sur la Côte-Nord, vous leur avez donné de l'électricité, vous ne leur avez pas chargé davantage. Pourquoi vous voudriez charger plus pour les îles? Puis là, j'ai fait une sainte colère. Puis, mon secrétaire avait peur que je pique une crise d'angine. Ça fait que je suis revenu au Parlement. Puis, à 3 heures, je suis descendu en chambre. Je m'assois, mon siège était derrière celui du premier ministre. Ça fait que, tout le monde, les députés se mettent à applaudir. Puis Robert se demandait pourquoi. J'ai dit, assis-toi, c'est pas pour toi qu'ils applaudissent, c'est pour moi. Ça fait que lui aussi, il avait pas de me reconnaître. Fait que là, c'est ce qui m'a sauvé. Je suis revenu aux périodes de questions tous les jours. J'arrivais au Parlement à 3h moins quart, puis je quittais à 4h. Puis après ça, au bout d'une semaine, 15 jours, je suis resté plus longtemps. Puis si j'étais resté chez nous, je serais mort. Ça aurait été peut-être agréable pour d'autres, mais pour moi, j'aimais mieux continuer à me battre. Ça fait que j'ai passé cette période-là difficile, mais au mois de juin, Robert m'appelle. Ça fait que Robert, il dit, Louis-Philippe, je pense que... J'ai dit quoi? Il dit, moi, pas tu as envie de faire des élections encore. Il dit, oui. Il dit, on va faire des élections. J'ai dit, ça fait rien que 3 ans qu'on est élus. Il me semble que c'est vite. Ah ben, pour des différentes raisons. Raisons économiques, puis tout ça. Puis, en tout cas, on s'en va en élection. On passe cette élection-là. Là, on a été élus avec 103 députés. Et puis, 102. Et puis, là, on était roi et bête un peu partout, mais seulement, ce qu'il y a, c'est que l'opposition n'était pas nombreuse, mais elle était bien fatigante. Puis ce n'était pas l'opposition à l'intérieur du Parlement, c'était l'opposition à l'extérieur du Parlement. Il y avait les journalistes, il y avait les syndicats,
Et naturellement, ça a été une période terrible. Si c'était comme aujourd'hui, dans ce temps-là, les unions, Laberge, Pépin, Charbonneau, naturellement, on n'était pas capable de passer une loi, d'agir sans se faire critiquer, puis vertement, et puis injustement. Ça fait qu'il n'y avait rien à faire avec ces chefs syndicaux-là. Et puis là, ben, on a vécu 3 années difficiles, pas à cause qu'on avait des problèmes au Parlement, parce qu'on avait une majorité absolue. Puis on aidait même l'opposition parce qu'on faisait assiéger moins de commissions pour permettre à l'opposition de jouer son rôle. Mais si on avait voulu, il était 6 membres du PQ, on avait seulement qu'à tenir 4 commissions, puis siéger en chambre. À ce moment-là, il y aurait eu un membre dans chaque commission, puis un en chambre. Ça fait qu'à ce moment-là, ça n'aurait pas été difficile. Mais c'était pas ça, la démocratie. Ça fait qu'on leur permettait de s'exprimer. Ils le faisaient en double, puis en triple, puis en quadruple. Et puis, ils répétaient les mêmes discours, puis ils nous tenaient en chambre. Puis, en tout cas, ils ont joué leur rôle, mais ils paralysaient le gouvernement. Fait que plus tard, en 1976, là, le premier ministre me rappelle, puis il dit, Louis-Philippe, il dit, il s'en vient une crise économique. Je dis, oui. Ça veut dire qu'il s'en vient d'élection? Il dit, oui. Il dit, on va profiter, là, il dit, du stade olympique, des Jeux olympiques, puis il dit, on va passer, là, puis après ça, bien, il dit, on va une crise économique qui s'en vient dans quelques années, puis il dit, ça va être une crise assez sévère. Il voyait loin, le jeune homme, parce que ça s'est avéré vrai, parce que dès le début des années 80, la crise est arrivée, et on était en plein dedans. Et puis lui, il voulait préparer à être réélu, pour pouvoir manœuvrer, pour pouvoir préparer la crise. Parce que quand il disait qu'il voulait avoir un mandat clair, il avait un mandat clair, on était à 102 députés. Mais c'est parce qu'il ne voulait pas dire non plus qu'il s'en venait une crise. Et puis c'est là qu'il a déclenché l'élection qui nous a été fatale. Parce que les Jeux olympiques, là, ça ne nous a pas apporté beaucoup de dividendes. On s'est fait battre. Moi, personnellement, représentais un des comtés les plus sûrs de la province. Et quand j'ai quitté mon bureau pour m'en aller faire ma campagne électorale aux Îles-de-la-Madeleine, 12 jours avant les élections, avant de quitter, j'ai dit à mes secrétaires, j'ai dit, je m'en vais aux îles, mais je ne suis pas sûr de me faire réélire. Parce que, mais juste avant que les brefs des élections soient émis, comme j'avais été bien malade, puis je m'en remettais assez difficilement. Et puis, Bourassa m'avait dit, il était venu chez nous un soir, puis il m'avait dit, Louis-Philippe, si tu veux quelque chose, si tu veux te retirer, n'importe quoi, demande-moi ce que tu veux. Fait que ça m'avait fâché un peu. J'ai dit, coudonc, veux-tu te débarrasser de moi? J'ai dit, moi, si ma santé me permet, je voudrais continuer à faire de la politique. J'ai dit, là, je le saurai dans 6 mois, dans quel état je vais être. J'ai dit, d'ici là, j'ai dit, j'apprécierais de continuer à agir comme député puis comme whip. Fait que là, quand il m'a appelé, quand les brefs, avant d'émettre les brefs, là, il m'a fait appeler par son ministre du Travail, Gérald Darvé, pour m'offrir un poste à la vice-présidence de la Commission des accidents du travail. Fait que j'ai dit à Gérald, j'ai été bien aimable, puis tu remercieras le premier ministre de ma part. Mais quand le bateau coule, il y a seulement que les rats qui se sauvent. Fait que j'ai été élu avec vous autres, puis je vais me faire battre avec vous autres. Fait que je suis parti, puis je suis allé aux îles. Je me suis fait battre par 60 voix de majorité. Mais il y avait un pôle à la grande entrée. Il y avait 67 voix de majorité pour Mme Leblanc. Et tous les bulletins, sans exception, étaient illégaux parce qu'ils avaient tous été numérotés par le scrutateur. Ça fait que mais le juge, dans le recomptage officiel, a cru bon d'accepter les bulletins, alors que l'autre juge à Hall était très dur à convaincre d'accepter un bulletin qui avait un semblant d'irrégularité. De toute façon, c'est aussi bien de même. Peut-être que je me serais fait mourir à la tâche, parce que ça n'aurait pas été facile dans l'opposition avec M. Lévesque.
Et puis, les députés libéraux n'étaient pas nombreux. Comme j'avais un petit peu plus d'expérience que la plupart des autres, ils m'auraient incombé une partie importante de la tâche. Je n'aurais pas refusé, mais ça aurait été dur sur le physique. De toute façon, je pense que tout est bien. Ça a été décidé de même. J'ai été mal défendu lors du recomptage, mais de toute façon, les îles de la Madeleine ont eu leur député. Et puis, j'avais toujours dit que j'espérais être le dernier député de l'extérieur des îles à représenter les îles. Et depuis, naturellement, Mme Leblanc a fait 2 mandats, puis M. Farah est en train d'en terminer le 2e. Et je suis satisfait de ce côté-là. Mais après, en 1976, naturellement, la campagne, je n'ai pas pu faire de campagne. J'ai fait trois assemblées parce que je sortais de l'hôpital, j'étais malade. Ça fait que j'ai pas pu travailler. Ça aurait été facile, je pense, de gagner une centaine de votes. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'avais la santé, je sortais de l'hôpital, puis j'étais pas capable. Parce qu'après mon opération, je visitais l'hôpital tous les 3 ou 6 mois. J'étais toujours à l'hôpital, puis j'avais toujours des crises qui me conduisaient, puis ils me gardaient à l'hôpital 8-10 jours. Ça fait que ça rendait le travail difficile et pendant cette période-là, j'ai perdu le contact avec mes organisateurs puis avec mes électeurs. J'ai été moins souvent aux îles, moins de voyages. Puis quand j'y allais, je ne pouvais pas faire des journées comme je faisais avant, de 6 heures du matin à minuit ou 2 heures la nuit. C'était plus possible. Fait que, naturellement, ça a été un facteur de ma défaite. C'est par le fait de ma santé, je me suis éloigné de ma population, de mes électeurs, et puis c'est le même que j'ai perdu. Mais par la suite, ben là, M. Bussière, qui était un de mes amis de Bellechasse Transport, m'a fait demander, sur les élections ont eu lieu le 15 novembre, au début de janvier. M. Bussière, il dit Louis-Philippe, viens me voir. Enfin, je vais à son bureau chez Bellechasse Transport et il dit tu vas venir travailler pour moi. Alors, j'ai dit écoute, René, tu as des contrats avec le gouvernement, avec la commission des liqueurs, la régie des alcools aujourd'hui, avec la voirie, tout ça, tu vas tout perdre. Parce que fatigue-toi pas si tu m'engages, ils vont te punir à travers moi. Fait que j'ai dit, on va laisser faire. Fait qu'au mois d'avril, René rappelle, puis il dit, viens voir. Je retourne. Et il dit, tu vas rentrer avec les vendeurs ici, là. Puis il dit, leur contrat, ils ne sont pas contents. Il dit, gardons. Il dit, moi, tu m'as aidé, puis je veux t'aider. Ça fait que j'ai travaillé 2 ans et demi chez Bellechasse Transport. Et puis quand il est arrivé, naturellement, pendant le temps de la crise, le transport diminuait, il y avait moins d'activité, et ça se sentait dans le transport aussi. Et comme moi, j'avais une pension, puis que les autres employés du département des ventes n'avaient pas d'autre chose que leur travail, d'autres revenus. Après Bellechasse Transport, j'ai travaillé un peu à la commission des transports, puis depuis ce temps-là, je m'occupe du club de réforme, des affaires du club d'entraide des aînés à Sillery. Et puis, je regarde aller les choses. Mais avant de terminer, je voudrais vous dire, la vie politique, même si c'est dur, c'est difficile, ça vaut la peine d'être vécu. Parce que c'est un devoir de citoyen de représenter sa population. Et je regrette aujourd'hui que les députés aient aussi mauvaise presse. À entendre parler les journalistes, puis les autres, les syndicalistes, tous les députés, c'est toutes des canailles. Ça, c'est faux. Il y a dans la députation, comme dans tous les autres domaines, il y a peut-être des gens moins bien, qui accomplissent moins bien leurs tâches, mais tous font leur part. Et la politique, ça ne salit que les salauds. Parce que la politique, c'est une chose belle, c'est une chose noble. Et aujourd'hui, on doit
demander, supplier les gens d'affaires, les gens qui ont des relations dans leur domaine, de s'impliquer dans la politique, de ne pas avoir peur de se présenter, puis de consacrer 4, 5 ou 6 ans de leur vie à la politique. C'est l'avenir de nos enfants qui est là. La politique, c'est une chose essentielle. Puis si les gens qui sont honnêtes ne s'en occupent pas, ce sont les autres qui s'en occuperont. Puis ça ne sera pas bon ni pour le Québec, ni pour sa population.